Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous êtes à la recherche d'informations sur la plateforme AM5 de chez AMD, du fameux 13900K qui a leaké de chez Intel, ou alors du PCI 5.0 ? Vous êtes vraiment au bon endroit. Et on va le voir de suite. On va commencer cette vidéo avec une info qui est très peu relayée sur les réseaux sociaux, ni même sur YouTube, j'en ai pas vu. Alors, il faut savoir qu'à Swissdom, c'est au Royaume-Uni, Intel est en train de développer un processeur graphique. Donc, comment on le sait? Tout simplement parce que il y a eu une apparition dans un journal, on va dire, pour engager des ingénieurs pour travailler sur le projet. Alors, on pourrait penser qu'ils vont travailler sur les nouvelles cartes graphiques, mais c'est pas le cas. En fait, ils vont travailler sur l'architecture XE-LP, c'est-à-dire que ça sera un APU déjà intégré, comme AMD le font, même Intel, directement sur le processeur. Donc ça ne sera pas sur la carte graphique, mais ils vont travailler sur donc un APU à faible consommation pour les prochains processeurs Alder Lake ou Tiger Lake. Donc ça, c'est très très bien vu de la part d'Intel. Maintenant, comme ils disent, il va falloir quelques années pour vraiment produire le fruit de leur travail. Pour la deuxième partie des news, on va parler d'un communiqué de presse. Alors, il faut savoir qu'AMD reçoit toutes les approbations nécessaires pour le projet d'acquisition de Xilinx. Alors, qu'est-ce que c'est Xilinx? Xilinx a été créé en 1993, si mes souvenirs sont bons, par trois ingénieurs qui venaient du TSMC, voire de grosses boîtes comme ça. La particularité de Xilinx par rapport à TSMC, c'est que eux détiennent des brevets de semi-conducteurs, mais neutres. Je vous le dirai pourquoi. Mais par contre, ils ne fabriquent pas de semi-composants. Ils n'ont pas de fonderie comme TSMC. Donc, eux, ils n'ont que les brevets et après, ils les font fabriquer ailleurs. La particularité de ces brevets, c'est qu'en fait, quand ils ont créé leurs semi-conducteurs, ils étaient neutres. Il n'y avait aucun programme dedans. C'est-à-dire que vous et moi, on aurait pu acheter, par exemple, un semi-conducteur de Xilinx et mettre notre programme qu'on aurait conçu. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Et c'est ça qui intéresse surtout AMD. Il faut savoir que cette marque Xilinx, en 2000, a fait 1 milliard de chiffre d'affaires. C'est juste énorme. Donc, AMD va racheter Xilinx tout simplement pour mettre leur programme dessus et puis pour éviter de chercher d'autres brevets de semi-composants. Donc, c'était vraiment un gain de temps. Alors, malheureusement, on ne sait pas vraiment à combien AMD va racheter Xilinx. Vu qu'elle a fait en 2000 1 milliard, j'imagine que ça doit être plusieurs milliards. Je vous ai laissé la page du site Xilinx si vous voulez en savoir plus. Vous verrez, hein, ils sont vraiment un peu partout. Que ce soit dans l'encodage, dans des cartes, vous voyez, d'encodage, dans des processeurs. Donc, ils sont vraiment partout, 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 partout. Alors là, c'est une news qui est plutôt intéressante dans le fond, puisque ça concerne nos futurs PC, mais assez inquiétant pour les gens qui ont des petits budgets. Alors, je vais m'expliquer. Asus propose déjà des alimentations estampillées PCI 5.0, ça on le savait. Autrement dit, des connecteurs 12 plus 4 broches dans les blocs Loki qui vont bientôt sortir là. De son côté, MSI prépare au moins 5 modèles de PCI 5.0, tous équipés de 12 à 4 broches. Donc on le voit ici, hein, vous voyez, ici, et ça va se mettre sur le connecteur PCI dédié directement sur l'alimentation. Jusqu'à là, il n'y a rien de trop grave. Comme expliqué dans notre précédent article, les câbles 12 plus 4 permettront de délivrer jusqu'à 600 watts contre 450 watts seulement pour les câbles 12 broches. Donc ici, on a quelques photos. Donc vous voyez le connecteur ici de PCI 5.0. C'est une bonne avancée. En même temps, ça fait un peu peur pour la suite. Donc là, c'est les alimentations de chez Asus, donc les Loki. Vous regarderez, ils ont bien aussi un connecteur 5.0. Donc, pourquoi pas. Par contre, on voit le point négatif de ces alimentations, de ces futures alimentations. Le problème, c'est que ça démarre en 5.0 à 750 watts. Donc, c'est-à-dire que les gens qui ont des PC en 450 watts, 550 watts, 650 watts, c'est terminé. Maintenant, le PC le plus petit,
sera de 750 watts. Et ça, c'est un peu dommage parce que on voit qu'on est en forte progression au niveau de la consommation énergétique. Et bon, ça devient vraiment un peu overkill, je trouve. Il faut savoir que ça peut monter maintenant jusqu'à 1300 watts pour les plus grosses cartes graphiques. Donc, affaire à suivre. Donc là, c'est les Loki. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. La firme les décline dans les capacités 1200, 1000, 850 watts et 750 watts. En ce qui concerne l'efficacité, seule l'alimentation ROG Loki 1200 watts porte un badge 80 plus titanium. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez une alimentation vraiment la plus haut de gamme, ça sera du titanium. Les autres blocs bénéficieront d'une certification 80 plus platinium, qui est juste énorme. Donc, ils sont entièrement modulaires. Bon, en même temps, pour le prix, il ne manquerait plus que ça. Alors, développer un dissipateur thermique 2 fois plus volumineux que les modèles traditionnels. Donc, en fait, ils seront beaucoup plus grosses, de 3 à 5 cm au niveau de leur taille. Vu que les dissipateurs thermiques, il va falloir vraiment les refroidir. Donc, effectivement, vous voyez, ces 3 cm de profondeur supplémentaire les rendent incompatibles avec les boîtiers mini ITX qui respectent la norme à la lettre. Donc, en fait, les gens qui ont des mini ITX, c'est terminé. Vous passerez à l'ATX ou alors à l'EATX. Alors là, ça ne concerne pas le 5.0. J'ai vraiment regardé dans tout ce que je pouvais trouver en information. C'est une alimentation avec un écran LCD de 10 cm. Ils font mieux que Asus, qui avait un petit écran LCD, l'Asus Store, qui avait simplement la fonction de donner les watts qu'on consommait. Et bien maintenant, Aorus fait mieux. Donc là, ça concerne une alimentation de 1200 watts. Nous savons simplement qu'il fait 4 pouces, donc 4 pouces ça équivaut à 10 cm. C'est vraiment cool. Maintenant, on ne sait pas vraiment quand est-ce que ça va sortir et on ne sait pas non plus le prix. Alors bien sûr, j'ai été déniché sur le site de Gigabyte ce qu'elle pouvait faire. Donc là, on le voit. On pourra afficher quand même pas mal de trucs. Elle est modulaire. Elle n'est pas en 5.0. Alors, hop, je vais un peu trop vite. Voilà ce qu'elle peut faire. Après, c'est vraiment très joli. Si on a un boîtier où on peut voir l'alimentation, c'est vrai que c'est vraiment tip-top, quoi. Maintenant, voilà, j'aimerais savoir, vous voyez, on n'a pas de PCI 5.0. Donc, c'est un peu dommage pour les nouvelles cartes graphiques. Moi, je la trouve juste énorme. Maintenant, le prix. Moi, je voudrais savoir le prix. Alors, je vais changer d'alimentation. Je crois que je vais encore attendre. Vu que j'ai déjà une carte Aorus avec un écran LCD, ça serait vraiment génial que les deux dans mon boîtier soient Aorus avec écran LCD, donc je vais attendre encore un peu. Mais bon, c'est une bonne petite nouvelle, mais en même temps, bon, à savoir le prix. Moi, ce qui me dit, c'est le prix. Alors, il faut savoir que ils l'ont réduit au niveau de la taille. On gagne quand même 4 cm au niveau de la profondeur. Donc, par rapport au PCI 5.0, on pourra toujours les mettre dans des boîtiers micro ATX ou ITX. Alors, une news concernant Intel Arc. En gros, on n'a pas vraiment de bench, mais il faut savoir qu'ils mettent en ligne des jeux in-game avec toute la technologie Intel Arc. Donc, je vous laisserai la lire. Moi, je ne peux pas l'afficher parce que sinon, je vais me faire démonétiser et ça, c'est pas très cool. Il faut savoir que maintenant, on savait qu'on avait 2 voire 3 cartes graphiques. Eh bien, Intel a fait mieux que ça. Vous avez un modèle en 128, en 196, en 256, en 384, en 448 et le petit dernier en 512, le haut du plafond. Il faut savoir que ça va vraiment se décanter fin mars. Bien sûr, je vous laisserai le lien en description, vous pourrez voir par vous-même. On n'a pas vraiment d'infos vraiment concluantes puisque pour l'instant, on n'a que ce tableau-là. Donc, j'attends ça avec impatience, voir un peu vraiment ce qu'il peut faire et surtout, le prix. Voilà ce qui m'intéresse, le prix. On continue avec une news concernant la Steam Deck de chez Valve, donc une nouvelle console portable. En gros, je vous la fais courte, c'est un PC portable miniaturisé.
On sait son prix, sa date de sortie, donc elle va sortir le 25 février. Pour ceux qui ne connaissent pas Valve, ils avaient produit Half-Life, le jeu Half-Life et Half-Life 2, je ne sais plus, dans les années 90 et 2000, je crois. C'était un bon petit jeu, un FPS assez sympathique à jouer. Je me suis bien amusé. Alors la console va sortir en 3 versions, donc le 25 février 2022, donc ce mois-ci. 64 Go, vous l'aurez à 419 €. 549 €, ça sera pour 256 Go. Et la plus haute gamme, 679 € pour 512 Go en NVMe. Alors, moi je trouve ça très cher pour une console portable. Alors effectivement, hein, c'est un PC portable, mais voilà, c'est très très cher. Il faut savoir que pour 679 €, à la rigueur, vous rajoutez 50 €, voire 80 €, en gros 80 € et vous avez un PC, puisqu'on l'a démontré la semaine dernière, avec 750 €, vous pouvez avoir un PC de jeu pour jouer en 1080p. Alors, ce qui est vraiment pas mal, et c'est ce qui fait sa force, c'est que on n'aura pas à développer des jeux spécifiques pour cette console. Vous pourrez avoir, comme son nom l'indique, tout le catalogue quasiment, pour l'instant, c'est pas encore fait, mais vous aurez quand même plus de 320 jeux à la sortie de Steam. C'est-à-dire que vous allez sur la plateforme Steam, vous achetez votre jeu et vous jouez. Donc ça, vous jouerez à tous les jeux PC, c'est vraiment cool. Donc là, vous aurez 294 jeux qui sont déjà développés aujourd'hui. Et le 25, vous aurez 120 jeux supplémentaires du catalogue Steam. Donc c'est vraiment cool, je trouve. C'est ce qui va faire sa force par rapport à la Nintendo Switch et aux autres. Maintenant, c'est vraiment un très gros budget. Je pense que ça aurait été une console aux alentours des 350 €, 400 € à la rigueur, ça aurait pu le faire, mais vraiment en haut de gamme. Maintenant, 649 € pour avoir le haut du panier, je trouve ça assez cher. Pour finir cette vidéo en beauté, les amis, on va parler des nouveaux processeurs d'AMD et des nouveaux processeurs d'Intel. Et non pas de la version 12e génération, mais de la version 13e génération. Alors, on avait vu il y a quelques temps, et je crois qu'il y a 2 semaines, on avait parlé des nouveaux processeurs AMD Ryzen 7 5800X 3D qui vont bientôt sortir. On n'a pas encore la date de sortie, mais ça ne devrait pas tarder. Et là, AMD a décidé de sortir plus tôt que prévu la génération 7000. Je vais vous expliquer tout de suite après. Vous allez voir, c'est vraiment en relation, c'est vraiment dingue. AMD fait avancer ses plans initiaux du lancement de processeurs de bureau Ryzen de nouvelle génération avant le 4e trimestre. Selon Gremont55, et je vous rappelle que Gremont55, c'est un tweeteur en gros, hein, un journaliste, qui avait tweeté la série X3D, qui avait publié les feuilles de route internes d'AMD dans le passé. AMD prévoit désormais le lancement de la série 7000 avant septembre. Ceci est contraire aux rumeurs précédentes suggérant que la plateforme AM5 d'AMD pourrait être lancée au 4e trimestre. Donc on avait dit, moi j'avais dit, on va dire pour Noël quoi. Gremont55 mentionne spécifiquement les processeurs Zen 4 de bureau qui sont maintenant communément connus sous le nom de code Raphaël. Il s'agit de la première génération de processeurs pour le nouveau socket LGA 1718 AM5 d'AMD, qui fait ses débuts sous la série AMD 600, dont une réponse à Hassan Mujtaba. Bon là, je vous passerai les machins. Gremont55 a confirmé que le lancement est actuellement prévu avant septembre de cette année. Avant septembre, donc on va quasiment le mois d'août. Les processeurs AMD Raphaël bénéficieront de l'inclusion de la prise en charge de la technologie de mémoire DDR5 renforcée par RAMP. Alors RAMP, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le nouveau socket. Enfin, vous savez, quand vous mettez votre processeur en place, comme AMD, vous aurez un truc qui va se rabattre en aluminium et qui va s'enclencher. C'est tout simplement ça. Donc, de plus, la série de bureaux Ryzen 7000 sera la première architecture grand public d'AMD à prendre en charge l'interface PCI 5.0. Donc là, on aura quasiment l'équivalent à la nouvelle génération d'Intel 12000. Donc, il faut savoir que Halo Infinity au CES avait tourné à 5 Go sur tous les cœurs des processeurs. Donc ça, c'est vraiment cool. En supposant qu'AMD vise août-septembre pour son lancement, alors Raphaël arriverait quelques mois seulement après le Ryzen 5 5800X 3D. Donc, c'est-à-dire
que, comme je vous l'avais dit, le Ryzen 5 5800X3D est déjà mort avant son lancement. Pourquoi les gens vont acheter un X3D qui vont avoir la nouvelle plateforme, on va dire 3-4 mois après? Ça sert à rien. Donc, c'est une bonne nouvelle puisqu'on pourra pouvoir passer plus tôt que prévu à la nouvelle plateforme d'AMD, donc ça c'est vraiment cool. Maintenant, je trouve que c'est un peu trop tard par rapport à la 12e génération, vu que Intel le fait déjà. Et Intel, pourquoi AMD le fait? Bah, tout simplement parce qu'on a des leaks sur l'i9 13900K, tout simplement. Le produit phare d'Intel i9 13900K, 13e génération Raptor Lake, a été montré à plusieurs reprises maintenant. Il a récemment été repéré dans le GFX CI Bootlook, qui a confirmé qu'il comportait jusqu'à 32 threads. Juste énorme. La dernière entrée dans la base de données H-Life of Singularity le confirme également. Le processeur apparaît ici jusqu'à 32 cœurs logiques. Le benchmark n'a pas été mis à jour pour séparer les cœurs physiques des cœurs logiques, en raison de la conception hybride, donc les P-Core et les E-Core. Donc, on a déjà un leak sur le 13900K, c'est juste énorme quand le 12900K, la nouvelle génération, vient de sortir. Après, je vous dirai vraiment ce que je pense à la fin. Nous savons par des rumeurs précédentes qu'Intel Core i9 13900K sera le produit phare. Il aura un nœud de processeur Intel 7 amélioré. Il comportera les derniers cœurs Raptor Cove et Graceland Efficiency. L'ajout de nombres plus élevés d'e-core aidera probablement la puce à améliorer encore les performances de processus en multi-training. Il devrait également convertir jusqu'à 60 MO de cache local. Ceci augmentera les performances en jeu. Ce game cache sera la réponse d'Intel au 3D V-Cache d'AMD. Bien que la quantité de cache d'AMD soit toujours plus élevée, 68 contre 96. Alors, d'après ce que AMD a montré, l'AMD Ryzen 7 5800X3D avec ses 96 MO de cache sera soit égal ou 10% plus rapide qu'un certain titre donc dans les jeux vidéo par rapport aux 12900K. Mais bon, dans les jeux vidéo, hein, je vous rappelle. Avec le 13900K, Intel pourrait doubler le cache, 68 contre 30. Ceci annule tout simplement tous les gains qu'AMD a actuellement avec le 3D V-Cache. Donc en fait, voilà, il y a eu le leak du 13900K et AMD, bien sûr, il l'a vu, hein, ils ne sont pas bêtes non plus. Donc ils se sont dit, il faut lancer la plateforme série 7 le plus vite possible. Donc la M5 va arriver pour contrer la nouvelle génération d'Intel, les 13000. Donc c'est pour ça qu'ils chamboulent un peu leur plan. Hein. Parce qu'au début, ils se sont dit, on va balancer le 58X3D, on va se faire de la maille dessus, et puis quand Intel aura débarqué son sa 13e génération, bah, nous on balancera la M5. Mais comme la 13e génération va arriver beaucoup plus vite que prévu, parce qu'ils sont en test pour l'instant, et là ils se sont dit, on va prendre de l'avance par rapport à Intel. Donc, il y a pas mal de fuites qui concernent le i9. Hein, ça reprend à peu près les mêmes lignes, mais il y a des choses un peu différentes. Ils sont dit de pas la même façon en fait. Vous irez les lire, c'est vraiment intéressant. Maintenant, bon, encore c'est encore une course à la puissance qui peut être vraiment pas mal. Maintenant, moi, ce qui m'interpelle un peu, c'est au niveau de la consommation des 13000 et de la M5. Puisqu'on sait que l'i9 13900K sera, comment dire, beaucoup plus puissant, puisqu'il y aura beaucoup plus de puces par rapport aux 12900K qui consomment quand même vraiment pas mal. Alors, pas en jeu vidéo, ils ne consomment pas trop en jeu vidéo, par rapport à un 5850X, un 5950X, pardon, de chez AMD, en jeu vidéo, le 12900K consomme beaucoup moins. Par contre, là où il consomme plus, c'est dans tout ce qui est tâches applicatives, encodage ou streaming, des trucs comme ça. Là, c'est vrai qu'ils consomment quand même pas mal. Sinon, bon, il faut voir combien le 13900K et la M5 vont consommer. Maintenant, c'est pour avoir une alimentation de 1000 watts derrière pour juste un
un processeur, alors bien sûr j'exagère, mais vous voyez un peu la relation entre termes puissance et consommation d'énergie. Donc à voir, pour l'instant on ne peut pas trop en parler puisqu'on n'a pas vraiment les benches, il va falloir attendre encore quelques mois, mais sachez que à mon avis en fin d'année on va avoir les nouveaux processeurs, les nouvelles plateformes AM5. Donc voilà les potes, c'était les news concernant cette semaine. Il y en a eu pas mal, moi je trouve que c'est assez sympa. Maintenant, on verra dans le futur. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, le petit pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Activez la petite cloche et merci à ceux qui vont le faire parce que c'est vraiment ça qui fait référence à la chaîne sur YouTube. Donc ça, c'est cool. Et puis moi, je vous dis à la prochaine les potes. Salut, ciao, ciao.